Forcément, quand on écrit dans un journal, un quotidien généraliste, on doit s'adresser à tout le monde. Hein. C'est le fait même du journalisme généraliste. On parle à tout type de lecteurs. Et je dirais qu'il y a une complication supplémentaire lorsqu'on travaille sur l'art contemporain, parce que c'est quelque chose qu'une partie des lecteurs connaissent très bien et une autre partie des lecteurs ne connaissent pas. Non seulement ne connaissent pas, mais ont peut-être des gros a priori aussi sur l'art contemporain qu'on peut entendre régulièrement, mais c'est pas de l'art, le marché de l'art, etc. Et toutes des choses donc que je vais non seulement essayer de déconstruire d'une certaine manière pour montrer que l'art malheureusement, enfin heureusement, ne se limite pas à ces clichés, et tout en gardant les lecteurs qui connaissent déjà et qui ont déjà les codes, savent de quoi on parle, etc. Donc c'est toujours un peu un jonglage entre ces deux types de public. Aussi de cette manière-là, m'adresser à le plus de personnes possible dans le style même que j'emploie, relativement simple et direct, avec si possible une touche d'humour, si ça peut se prêter. Savoir gérer un peu l'humour, c'est toujours un plus. Alors moi j'ai grandi dans une famille qui aimait l'art, qui était intéressée par l'art, avec une mère qui avait fait les beaux-arts à Paris et un père architecte, lui-même peignait, faisait des petites sculptures, etc. J'étais peut-être plus intéressé par des démarches 19e, genre impressionnisme, toutes ces choses, mais enfin on baignait quand même un peu là-dedans. Et j'ai pas forcément des souvenirs très vieux d'expositions d'art contemporain que j'aurais vu, mais le plus ancien souvenir que j'ai, c'était dans une très longue marche qu'on avait fait avec la famille d'un copain de classe à 14 ans. Et le père de ce copain, un soir, nous avait raconté toute la légende autour de Joseph Beuys et de son pseudo-chute en avion quand il était dans la Luftwaffe en Crimée, où il aurait été recueilli par les Tatars, qui l'auraient enduit de graisse et protégé du froid avec le feutre. Deux éléments centraux ensuite dans son travail, très importants, etc., qui expliquent et qui raconte et voilà. Donc c'est souvent comme ça que j'aime aussi raconter l'art contemporain. S'il y a un contexte, s'il y a une histoire qui t'a précisé que c'est une légende, qu'il faut la prendre avec des pincettes. Mais quand Beuys, par la suite, raconte ça, il raconte aussi de lui-même, que ce soit vrai ou faux. Donc, d'essayer d'amener les lecteurs, lectrices vers une histoire, vers une œuvre, vers un corpus, par le biais d'une histoire, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. J'aime bien n'être pas forcément tributaire directement d'une actualité, par exemple la sortie d'un livre sur un sujet, un thème bien précis, on interviewe l'auteur du livre et puis on en reste là. Je trouve plus intéressant d'être un peu plus protagoniste peut-être, d'essayer d'avoir ces idées nous-mêmes, de contacter les artistes qui pourraient rentrer dans ce spectre, de ce champ lexical qui est repéré. Alors c'est toujours intéressant lorsqu'on peut élargir le sujet qui traite quelque chose de très actuel, local et lié à l'art contemporain du moment, toute l'histoire de l'art. Récemment, j'ai fait un article sur les cartes géographiques qui intéressent beaucoup les artistes aujourd'hui, qui l'utilisent comme matière première à toutes sortes de propositions, aussi avec une réflexion sur les frontières qui sont omniprésentes, la réflexion sur la frontière, on la voit partout. Et c'est intéressant de voir que en fait, les cartes géographiques à la Renaissance, quand on a déjà fait plus ou moins on connaît à peu près tous les recoins du globe, ce sont des géographes qui les font, mais des géographes qui ont une formation d'artiste. Donc il y a déjà une sorte de barrière floutée entre art et géographie. Il fallait pouvoir peindre, il fallait savoir peindre pour faire les grandes cartes géographiques de l'époque. Ça se perd au 19e. Aujourd'hui, ce sont des militaires, des géographes, des nerds de la Silicon Valley qui vous font les applications, qui vous font aller du point A au point B. Mais
À l'inverse, il y a beaucoup d'artistes qui sont intéressés à nouveau par ces cartes et qui les traitent d'une manière ou d'une autre. Alors ça a commencé aussi dans les années 60-70 avec le land art, avec les marches artistiques qui ensuite sont schématisées, etc. Mais qui sont très fortes aussi aujourd'hui parce que la carte, plus que jamais, est une matière à critiquer, est une matière à s'emparer, à faire quelque chose de très parlant et de très intéressant. Voilà, aujourd'hui, enfin, j'ai pas l'impression que je pourrais me passer de l'art, même si un jour je ferais peut-être autre chose, je sais pas. J'espère continuer le plus longtemps possible dans ce domaine, mais ce qui est sûr, c'est que jamais je vais me désintéresser des propositions artistiques d'aujourd'hui. Je continuerai à aller voir toujours des expos parce que c'est vraiment quelque chose dont j'ai intrinsèquement besoin. C'est quelque chose qui me nourrit, qui m'apporte quelque chose. Ça sonne un peu bête de le formuler comme ça, sans doute, mais ça m'est totalement indispensable, ça c'est sûr. Et c'est aussi pour ça que ça me motive à chaque fois d'écrire, parce que j'ai envie j'aime essayer de titiller cette curiosité chez les lecteurs et lectrices pour qu'elles reviennent à un contact plus direct avec les propositions artistiques d'aujourd'hui, à pas se demander est-ce que c'est de l'art ou non, mais en quoi est-ce que ça me parle, en quoi est-ce que je peux moi-même faire réfléchir ce qu'il y a devant moi par rapport à ma propre expérience ou par rapport à ce qui se passe autour de nous, etc. Donc j'essaye de titiller cette curiosité aussi, ça c'est sûr.